Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, on va parler d'alimentation. La guerre en Ukraine nous a rappelé à quel point notre modèle alimentaire mondialisé est fragile. Et moi, j'ai appris par la même occasion qu'un tiers des céréales produites dans le monde proviennent de deux pays, l'Ukraine et la Russie. Et ça, mêlé à d'autres facteurs comme le prix de l'énergie, ça a et ça aura des conséquences. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les problèmes de faim dans le monde pourraient toucher jusqu'à 320 millions de personnes supplémentaires d'ici fin 2022. Le Programme alimentaire mondial craint, lui, des dizaines de millions de morts, faute de nourriture disponible. Alors si en Belgique, on n'est pas directement concerné par ces pénuries, j'ai quand même eu envie de comprendre comment, face à cette crise et aux enjeux climatiques, on réfléchit au modèle qu'on met en place et à la nourriture qu'on met dans nos assiettes chaque jour. Vous voyez ce blé là? Sur le marché mondial, son prix flambe. Le prix de l'énergie s'emballe aussi. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué la différence de prix que vous payez à la boulangerie pour votre pain? Et le prix de ce pain, il risque encore d'augmenter dans les mois qui viennent malgré les bonnes récoltes de cette année. Alors il existe forcément des modèles plus justes, plus durables, des scénarios qui respectent à la fois la terre, les producteurs et la santé des consommateurs. Et pour nous en parler, j'ai donné rendez-vous à Pierre Ozer, un climatologue de l'Université de Liège qui est spécialisé dans les questions d'alimentation. Mais on parlera aussi de ceinture alimentaire et même de semences paysannes. Et puis du sujet qui fâche, la viande. Mais avant ça, j'ai envie de savoir où va ce qu'on produit et surtout d'où vient ce qu'on consomme. Pour nourrir notre petite Belgique, il faut bien avouer que nous sommes dépendants du reste du monde. Exemple avec le blé panifiable, autrement dit, qui sert à faire du pain. Eh bien, 90% vient de l'étranger, notamment de France et d'Allemagne. Autre exemple en Wallonie cette fois, avec les fruits et légumes frais. Allez, on produit bien 50%, 30%, 20%, 17% de nos besoins de consommation. Et si nous ne produisons pas assez dans certains domaines, nous produisons en revanche beaucoup trop dans d'autres. Prenons la pomme de terre wallonne. Nous en faisons au moins 6 fois plus que nécessaire et l'envoyons sous forme de frites, notamment vers le Pérou, qui est pourtant le pays d'origine de la patata, mais dont les producteurs n'arrivent pas à s'aligner sur les prix. Et nous voici arrivés au cœur du problème. Notre système alimentaire est globalisé, soumis à une loi du marché mondial qui prend le pas sur l'autonomie alimentaire des communautés. Un système responsable du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de la chute de la biodiversité, de l'accroissement de la faim dans le monde ou encore de l'invariable pauvreté des petits producteurs. La solution? Revenir à une agriculture plus proche de la nature et de ceux qu'elle nourrit, parce qu'un autre système alimentaire est possible. Alors, on change ? Quand on parle climat et alimentation, il y a un sujet qui fâche, c'est la viande. C'est parce qu'on a pris l'habitude d'en manger beaucoup, voire même beaucoup trop. Ça demande énormément d'eau, ça rejette beaucoup de CO2 et puis surtout, ça consomme des terres agricoles. Près de 3/4 des terres agricoles dans le monde sont consacrées à la production animale. Et quand on fait ses courses, savoir d'où viennent nos aliments et comment ils sont produits, c'est parfois le parcours du combattant. Le climatologue Pierre Ozer a énormément travaillé là-dessus. On va quitter le marché de Serein pour aller en discuter avec lui. Pour toi, en fait, Pierre, choisir ce qu'on met dans son assiette 3 fois par jour, c'est un outil plus puissant que d'aller voter. Ah bah tout à fait. On se nourrit 3 fois par jour et donc 3 fois par jour, tu peux choisir ce que tu vas mettre dans ton assiette et tu peux opter pour le système alimentaire que tu vas promouvoir ou non. Et donc, par exemple, en Belgique, 95% de notre alimentation est fournie par les supermarchés. Et les supermarchés sont sur une dynamique qui, dans le mode de production, est dépendant du pétrole, va entraîner des déplacements de marchandises sur des distances complètement invraisemblables, qui est dépendante du plastique, qui est dépendante de toute une série de paramètres qui sont tout sauf durables en fait. Et donc, à partir d'un moment, soit on continue dans cette voie-là, mais alors on n'arrivera pas à préserver notre cadre de vie, soit alors on opte pour cette solution qui ne représente actuellement que 5% de notre alimentation, c'est-à-dire ce qui est produit localement et de saison, et le plus souvent bio. Et ça, c'est accessible financièrement à tous ? À mon sens, c'est accessible à tous. Tout dépend de ce que tu vas mettre dans ton assiette. Alors si on continue sur
des plats préparés qui coûtent bien cher, si on continue sur une quantité de viande qui est trop importante par rapport à ce que l'OMS propose, oui, tout ça, ça coûte beaucoup plus d'argent que si on tend progressivement vers une alimentation qui est forte en légumineuses, en céréales et en végétaux. Tu parles d'un modèle local en agroécologie. Est-ce que réellement, on va réussir à nourrir les 10 milliards de personnes qu'il va y avoir sur Terre dans quelques années? Oui, parce que c'est déjà le cas actuellement. Actuellement, on produit plus que ce qu'on consomme. Mais on déjette beaucoup. On ne transforme pas suffisamment. Et puis alors, il y a aussi le fait qu'on va consacrer des terres agricoles, 15% en Wallonie, pour faire de l'agrocarburant pour les voitures. Et là, j'ai l'impression, personnellement, qu'on marche sur la tête, en fait, parce que la nourriture, c'est quand même bien pour nous alimenter, pas pour alimenter nos voitures. Et dans le monde, les petites superficies agricoles, donc 1 à 2 hectares, représentent plus du tiers de l'alimentation mondiale. Et pourtant, ça ne représente que 12% des surfaces agricoles. Et donc, ça montre bien qu'en exploitant ce type de modèle, on va pouvoir répondre à des demandes fortes partout dans le monde. Et donc ça, c'est un modèle qui respecte aussi bien la terre que le producteur et la santé du consommateur. On ne réinvente pas totalement la roue puisque c'était la façon de fonctionner dans le passé avec des ceintures de production d'alimentation autour des villes qui nourrissaient les citoyens et on s'organisait collectivement pour produire cette nourriture, la transformer et la distribuer. Salut! Bonjour! Ici, on est au cœur de la ceinture alimentaire liégeoise, dans un projet de maraîchage qui s'appelle Pousse Pousse, et c'est un projet que tu connais bien. Ah oui, je connais bien. C'est un des multiples projets qui s'est installé en région liégeoise pour pouvoir justement créer cette ceinture alimentaire. Ici, on est sur une superficie d'un peu moins d'1 hectare, qui nourrit directement de l'ordre de 150 ménages. Et un tiers de la production est également vendu au travers d'un autre canal de distribution qui s'appelle Les Petits Producteurs. Ils ont 4 implantations sur Liège. Et ça permet ainsi, progressivement, de nourrir la communauté. Et ce qui est vraiment très particulier sur ce terrain-ci, et j'espère que ça va se multiplier dans les années qui viennent, à Liège et partout ailleurs, c'est que ce sont les pouvoirs publics qui laissent l'accès à leur terrain, pour un contrat de 20 ans, à ces maraîchers, pour justement développer des politiques de transition qui font vivre donc 4 maraîchers et qui alimentent, on va dire à la louche, près de 500 personnes, sur même pas 1 hectare. Ça n'est pas belle la vie. L'accès à la terre chez nous en Wallonie, c'est l'enjeu primordial. Ah oui, en fait la ressource en général, et donc dans certains pays c'est l'eau qui se fait rare, mais en Wallonie clairement c'est l'accès à la terre. Et donc, si on veut vraiment avoir une production propre, il faut préserver au maximum toutes les terres qui sont encore à disposition. Et quand on sait que depuis 1985, chaque jour qui passe, 4 hectares sont artificialisés et donc passent sous du béton, c'est complètement irraisonnable. Et donc, il faut vraiment aller vers une stratégie stop béton le plus rapidement possible et pas attendre l'horizon 2050. Parce que l'urgence, elle est là. Et notre souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire va dépendre de la terre qui reste à disposition des millions de Wallons et de Wallonnes, oui. Pierre, pour terminer, on va parler de toi. En fait, en tant que scientifique, on ne te demande pas un tel degré d'engagement. C'est quoi tes motivations? Moi, ce qui me motive, c'est qu'en réalité, tous mes projets de recherche, quels qu'ils soient, ça traite d'une urgence. Une urgence sociale, une urgence économique, une urgence environnementale, une urgence climatique. En fait, toutes ces urgences sont liées. Elles sont dues au même et unique modèle qui régit notre globe pour l'instant. Or, si on veut, et j'ai 3 enfants, réserver un futur enviable, souhaitable, léger et souriant à nos mômes, eh bien, en fait, il faut dès maintenant se mettre ensemble, mutualiser nos forces pour leur proposer quelque chose qui soit agréable et pas un horizon qui est complètement bouché. Et voilà, c'est la fin de cette émission sur l'alimentation. Mais en fait, on n'a pas juste parlé d'alimentation et moi, c'est ce qui me marque de plus en plus. Tout est lié et il est grand temps de faire face à la situation de manière globale. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook Alors on change ou sur la page Ensemble pour la planète sur le site rtbf.be. À très bientôt dans Alors on change.
Bateau 5 bis, la 5 au son, première. Mais avant ça, j'ai envie de savoir où c'était la foule. Ça consomme.